Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Il y a 100 ans jour pour jour, le 11 novembre 1918, un armistice signé, un acte qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui à Paris, plus de 70 chefs d'État réunis pour commémorer l'événement. Le président Alassane Ouattara a pris part à cet événement. En France, toujours à Nevers, se tient le sommet de l'innovation. Cette plateforme réunit les startups et les entreprises qui innovent. Notre pays va bénéficier du soutien de la France pour moderniser son administration. Le Ndombele Tam Tam sacré est sorti à Grand Bassam. La Bissa a tenu hier, mais les festivités n'ont pas eu lieu en raison d'une crise qui traverse la communauté. Cette fête draine des milliers de personnes dans la ville patrimoine de l'UNESCO. Le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale a été commémoré aujourd'hui en France. Cette convention marquant la fin de la Première Guerre mondiale 1914-1918, plus de 70 chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette cérémonie, dont le président Alassane Ouattara, envoyé spécial à Paris, Jérôme Kofi Abolé. Point de rassemblement des personnalités pour cette cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice en ce dimanche 11 novembre 2018, l'Élysée à Paris. Il est précisément 10h20 quand le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, Dominique Ouattara, y est accueilli à son tour par le président français Emmanuel Macron, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale française pour l'événement. Il s'agit pour ces dirigeants venus de partout de rendre une fois de plus hommage aux soldats tombés pour la patrie il y a un siècle, en d'autres termes, 100 ans, jour pour jour après le traité signé à 11h le 11 novembre 1918 entre les belligérants, mettant ainsi fin à la guerre 14-18 à l'échelle mondiale. Sur la place de l'Arc de Triomphe choisie pour cette commémoration, le président Emmanuel Macron, qui en est l'hôte, invite les uns et les autres à tirer les leçons de l'échec de la Société des Nations SDN, née après cette guerre, et à poursuivre le dialogue qui, à ses yeux, constitue le ciment de l'entente. Voyez tant de vos dirigeants rassemblés. Chacun d'eux mène à sa suite sa longue cohorte des combattants et des martyrs issus de son peuple. Chacun d'eux est le visage de cette espérance pour laquelle toute une jeunesse accepta de mourir. Celle d'un monde enfin rendu à la paix, d'un monde où l'amitié entre les peuples l'emporte sur les passions guerrières, d'un monde où la parole des hommes doit parler plus fort que le fracas des armes. Pour le président français qui, par la suite, a rallumé la flamme du soldat inconnu, ce rassemblement ne doit pas être celui d'un jour, mais plutôt celui de la construction de la paix en permanence. Et le président Emmanuel Macron d'indiquer pour terminer que ce moment du souvenir de ce sacrifice doit exhorter les dirigeants de ce monde à être plus dignes. Cet armistice célébré aujourd'hui à Paris a été suivi d'un forum sur la paix. L'objectif est de mettre le dialogue au cœur de la diplomatie pour un ordre mondial plus apaisé. En Côte d'Ivoire aussi, le centenaire de l'armistice célébré, des gerbes de fleurs déposées au pied du monument aux morts. Plusieurs anciens combattants ivoiriens, des diplomates et des autorités militaires ivoiriennes et françaises étaient à la cérémonie. Abou Sanogo. 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, 100 ans que la Première Guerre mondiale qui a vu la défaite de l'Allemagne nazie a pris fin. Les autorités françaises et ivoiriennes présentes à la place du monument dédié aux morts pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des combattants tombés sur le champ de bataille. La présence militaire est assurée par plusieurs sections de l'armée, le bataillon de commandement et de soutien, le groupement ministériel de moyens généraux, le détachement des forces françaises en Côte d'Ivoire et les enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Bingeville, EMPT. L'événement en l'honneur des anciens combattants est chargé de souvenirs. La Côte d'Ivoire a pris une part active dans cette guerre. Il y a été recruté 22 944 tirailleurs. 18 790 sont allés se battre là-bas.
3467 seront tués et 763 portés disparus. Les anciens commandants que nous sommes, nous œuvrons tous pour ce qu'on appelle la paix. Une médaille a été décernée par l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire à un des anciens combattants pour son parcours remarquable au front. Je suis le conducteur de chars de combat à les dossiers en Algérie. Un jour, je suis tombé dans un biscal, on a tué un tireur qui est à côté. C'est l'avion qui est venu, l'avion B-26 qui est venu me libérer dans les mains. C'est à cause de ça que j'ai eu des médailles là. Les représentants du ministre d'État, ministre de la Défense et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ont souligné que les hommages à l'endroit des anciens combattants ne tariront pas. Que les jeunes d'aujourd'hui n'oublient pas le sacrifice de leurs aînés. La dette que nous avons contractée envers les anciens combattants, que ce soit ceux de 14-18, que ce soit ceux de 39-45, cette dette, elle est éternelle. Bien qu'absents, nous devons avoir pour eux, dans nos cœurs, une pensée, dans nos idées, une pensée. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir une pensée pour ces gens qui se sont battus pour nous. À l'origine de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Franz Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo par Gravelines-Principe. Le ministère de la Construction s'est doté d'un nouveau plan stratégique. Les actions prioritaires prises pour répondre aux besoins des populations, le foncier, l'assainissement, l'aménagement urbain étaient au cœur des réflexions. À Yamoussoukro, les explications de Léon Brou. Prolifération de quartiers précaires, urbanisation accélérée. Pour arrêter l'hémorragie, une résolution. Assainir et améliorer le foncier urbain. Dans l'agenda du ministère de la Construction, densification de l'habitat, régénérescence des centres-villes, aussi anciens comme Cocody-Danga. À Trècheville, à Koumassi, à Diamé, etc. Donc l'idée, c'est de travailler à redonner une autre vie, à moderniser ces endroits-là. Densifier l'habitat, ça veut dire justement aller de moins en moins loin. Là où, par exemple, nous avions une cinquantaine de maisons à Danga, et il va en sortir pratiquement 200 appartements. Et par ailleurs, construire en hauteur coûte moins cher. Ce projet s'étend à la restructuration des quartiers précaires, environ 100 pour la seule ville d'Abidjan, par exemple. Faire en sorte qu'il y ait les voiries primaires, donc les VRD. Dans certains cas, faire même en sorte qu'il y ait l'eau potable, qu'il y ait l'électricité, pour que ces personnes qui sont obligées de vivre là, puissent y vivre plus décemment. Nous avons déjà commencé à travailler avec certains bailleurs de fonds qui sont tout à fait disposés à nous accompagner. J'ai bon espoir que les conventions seront signées avant la fin de cette année, que les études seront achevées avant la fin de cette année, de façon à ce que ces travaux puissent démarrer dès le début de l'année prochaine. Précision, 5 quartiers précaires d'Abidjan concernés par le projet pilote. Mieux, tous les bidonvilles ne subiront pas cette restructuration. Elle tient compte de critères. Là où cela est possible, sans mettre en risque la sécurité de ces personnes, là où cela est possible, sans faire de distorsion à nos plans d'urbanisme. Aux inondations de quartiers et effondrements d'immeubles sont aussi prévues des réponses. En termes de surface, en termes de hauteur, sur une pente, donc toutes les constructions avec un certain nombre de complexités, nous allons imposer le recours à des ingénieurs conseils pour que la construction se passe bien et que les personnes qui vont y loger plus tard soient en sécurité. Outre ces mesures pour améliorer le cadre de vie, d'autres pour redorer l'image du ministère de la Construction, sécurisation et simplification des procédures et délais d'établissement des actes notamment. La France s'engage à aider la Côte d'Ivoire pour moderniser son administration. Le sommet international de l'innovation en ville médiane se tient en France. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette rencontre. Mamadou Kouassi, envoyé spécial. Un box médical pour des autoconsultations, des drones de sécurité et de santé, une plateforme d'interopérabilité à base de logiciels libres. Nous sommes à 9h. Pour la première édition du sommet international de l'innovation en ville médiane. Plusieurs start-up et entreprises du Québec, de l'Israël, de l'Arménie,
du Portugal et de la France ont fait le déplacement pour présenter leur savoir-faire en termes d'innovation. Pour cette première édition, il s'agit de redynamiser les compétences pour les mettre au service des collectivités, mais aussi des administrations. L'innovation et les concepts de ville et de territoire intelligents sont les chances de réinvention de nos villes médianes et les moyens de les redynamiser et de leur redonner de l'attractivité. La Côte d'Ivoire, à l'image de plusieurs pays invités, est représentée par la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Le docteur Raymond Goudou Kofi a saisi l'occasion pour présenter les efforts de la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle dynamique de développement. Pour pouvoir avancer, il faut s'inspirer des expériences des uns et des autres. Et on parle de ville médiane, c'est vrai, je ne suis pas maire, mais vous voyez, tout ce que nous avons vu ici s'applique automatiquement même à chaque département ministériel. Et nous pensons pouvoir vraiment capitaliser là-dessus pour permettre à notre département ministériel de très vite se développer, de se mettre au service du citoyen et puis en même temps de permettre au gouvernement ivoirien d'accéder à une forme plus dynamique, n'est-ce pas, de son administration. Ces efforts seront appuyés par la France qui s'engage à renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la modernisation de l'administration. Très important parce que quand on modernise l'administration, on change la façon de respecter les citoyens. Mieux on modernise, plus on est sain, plus on sécurise, plus on rend accessible, plus on donne à chaque citoyen la capacité de mieux être servi par son État. En France, ça fait près de 15 ans qu'on est dans un grand processus de transformation. Nous réfléchissons à comment, avec toute cette expérience que nous avons eue, comment on peut échanger sur les expériences qu'on a eues. Le sommet international de l'innovation en ville médiane, CIVIM 2018, réunit 11 pays participants et 5 délégations ministérielles. Ces 3 jours de rencontres seront meublés de découvertes technologiques, de panels et de conférences, avec à la clé l'inauguration de l'incubateur de la ville de Nevers. Le développement de l'Afrique au cœur d'une rencontre en Afrique du Sud. Le premier forum africain de l'investissement se tient à Johannesburg, une mobilisation des ressources pour accélérer l'investissement sur le continent. De Johannesburg, Jean-Luc Bangbo. D'un côté, les délégations gouvernementales en pleine opération de séduction, de l'autre, les entreprises, elles qui vantent leur savoir-faire. Et au milieu, les investisseurs en pleine prospection. Le Santon Convention de Johannesburg, qui abrite depuis mercredi le premier forum africain des investissements, est un véritable centre des affaires. Aujourd'hui, nous avons lancé la deuxième génération du programme national d'investissement agricole, qui doit être basé sur l'investissement privé en particulier, d'où notre présence ici. Le déficit d'infrastructures en Afrique est tellement important qu'il faut en fait des institutions comme les nôtres et d'autres pour essayer de résorber ce déficit. Et ce qui est important avec le forum investissement auquel je participe aujourd'hui, c'est que c'est un forum qui est une plateforme pour permettre en fait d'accélérer la mise en œuvre des projets d'infrastructure parce que ça prend trop de temps de mettre en œuvre ces projets. Et nous, on est très heureux de pouvoir montrer le dynamisme d'une grande partie de l'économie et de montrer aussi que l'Afrique va de l'avant. La CNPS aujourd'hui est une institution qui mobilise énormément de financement. Mais tout cet argent, il faut l'investir dans l'économie. Donc il faut le faire avec des partenaires financiers crédibles. Il faut le faire avec des entreprises qui ont envie d'investir crédibles. Si les uns doivent convaincre qu'investir chez eux est rentable, les autres, eux, veulent éviter de prendre trop de risques. Ils veulent être sûrs que cela va leur apporter de l'argent. Tous saluent néanmoins cette initiative de la Banque africaine de développement. Nous avons rencontré des Zimbabwéens, nous avons rencontré des Kenyans, et tout ça, c'est pour créer le lien entre les hommes d'affaires de l'Afrique, pour faire en sorte que le commerce africain, entre Africains qui est aujourd'hui à 10%, puisse connaître une évolution. Il faut que nous, en tant qu'Africains, on puisse changer déjà la donne et qu'on puisse parler de notre continent de façon différente et expliquer que le risque qui existe en Afrique, il est égal au risque qu'il y a dans toutes les autres juridictions. Ça permet d'attirer les investissements étrangers. Et je pense que les Africains commencent à avoir non seulement confiance en Afrique, mais de savoir qu'en fait, qu'on peut avoir en main notre destinée. On a besoin de l'étranger, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'intérieur de l'Afrique. L'un des objectifs de ce forum étant de convaincre les Africains eux-mêmes de placer leur argent sur le continent.
En matière de doing business, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays réformateurs au monde et Cissé Esmaël, le secrétaire d'État en charge de la promotion de l'investissement privé, était l'invité d'Alvorassa dans le magazine de 13h. Voici un extrait de l'entretien. Écoutez, ce qu'on peut dire, l'Union des affaires en Côte d'Ivoire se porte très bien. Très bien, quand on voit l'attractivité reconnue par tous les grandes notations de ce monde, quand on voit aujourd'hui l'accroissement de près de 40% des investissements agréés en Côte d'Ivoire, quand on voit aujourd'hui la fréquentation assez importante de nos aéroports, on ne peut que se réjouir de dire que l'attractivité de la Côte d'Ivoire est vraiment démontrée. Le secrétaire d'État est né de la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire du secteur privé le moteur de la croissance. Et c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon pour pouvoir permettre d'avoir un climat des affaires sécurisé, un climat des affaires propice, un climat des affaires où la transparence existe, un climat des affaires qui permet à l'investisseur de pouvoir profiter de son investissement. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2013 que le gouvernement a engagé le processus de doing business, nous étions classés 177e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 122e place. C'est quand même 55 rangs qui ont été gagnés en 5 ans, ce qui est une performance extraordinaire. Et c'est pour la 3e fois, ces mêmes réformes, ces mêmes notations, donc la Banque mondiale, nous inscrit dans les 10 meilleurs pays réformateurs au monde, qui signifie quoi? Qui signifie que dans le monde entier, sur les 190 économies qui ont été notées et évaluées, la Côte d'Ivoire est reconnue comme étant l'une des économies qui a le plus fait de réformes dans la quête de l'amélioration du climat des affaires. L'Union africaine de radiodiffusion produira une nouvelle émission. L'AUB Safari Show, l'UAR, était en réflexion à Abidjan pour trouver des solutions aux droits de retransmission. Elle appelle les États à soutenir cette action. Walter Amadou Ouattara. Réunis à Abidjan, des directeurs généraux de l'Union africaine de radiodiffusion, UAR, recommandent que les gouvernements s'intéressent davantage aux droits de retransmission des événements, surtout les événements sportifs. Cela afin de permettre aux populations africaines de suivre les 10 événements. L'Union africaine de radiodiffusion réitère notamment la nécessité de revenir à des négociations sportives respectant l'indivisibilité du continent africain, recommande notamment de mettre fin aux pratiques non fondées de segmentation des droits visant à balkaniser le continent. L'UAR recommande que seule une loi relative aux conditions de retransmission des événements sportifs est à même de mettre fin à de telles injustices. L'UAR ne se contente pas de faire que des recommandations. Cette union a également des actions concrètes. Ces actions qui visent à démontrer ses capacités de produire et de diffuser ensemble, pratiquement aux mêmes heures, des émissions de qualité. Elle se donne donc l'occasion de le prouver à travers l'émission à venir AUB Safari Show. Pourquoi Safari? Parce que c'est un mot qui est typiquement africain. Et déjà, parce que le safari rappelle l'aventure, rappelle le voyage, etc. Donc, nous voulons faire voyager les populations à travers une très belle émission musicale. Nous allons diffuser sur 48 pays, avec 54 chaînes de télévision, publiques et privées, je précise, et nous escomptons un peu plus de 800 millions de téléspectateurs ce jour-là. D'ailleurs, nous organiserons un voting. C'est un show télévisé qui se veut de haut standing et qui sera diffusé sur le réseau de l'UAR en direct depuis Abidjan en mars 2019. Les caméramans invités à se former, la première édition des journées des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel se tient le 29 novembre. Ils veulent devenir des journalistes et reporters d'images. Issa Tionayo. Des journées nationales des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel pour valoriser le métier de la caméra. C'est une initiative de l'Union des caméramans professionnels de Côte d'Ivoire, UCAMPSI. Il s'agit de booster les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, tout en donnant une formation de qualité aux caméramans. Le seul problème, c'est la formation. La formation centriste. Ce qui est quoi? La formation pratique. Et puis, à côté de ça, les diplômes. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie et celui de l'artisanat encourage les caméramans à être des entrepreneurs. Vous, au niveau des caméramans professionnels, que vous appartenez
au ministère de l'Artisanat et au ministère de la Culture et de la Francophonie. Également, vous avez un pied au niveau donc, du ministère de la Communication. Alors, ça va de soi qu'avec la synergie d'action qui pourrait avoir lieu à travers ces 3 ministères-là, que votre profession soit davantage valorisée. Et nous sommes là, en tout cas pour cette valorisation, à travers la promotion que nous pourrons faire à votre endroit. Les caméramans, les techniciens qui sont dans l'ombre, qui permettent que nous voyons les acteurs connus, sont vraiment un maillon essentiel. Et il est important pour nous que ces professionnels-là soient formés. Il est important pour nous que ces professionnels-là soient organisés afin de mieux valoriser leur métier. Les journées nationales des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel prévues du 29 novembre au 1er décembre prochain seront meublées par des panels et des séances de formation des caméramans. L'Abissa 2018 a eu lieu hier, mais contrairement aux années antérieures, c'était une fête juste pour respecter la tradition. L'objectif est de permettre la tenue de l'Abissa l'an prochain. Herman Niamien. Abissa 2018, comme annoncé, l'Indongbole, le tam-tam sacré, est sorti pour les festivités marquant le nouvel an du peuple Nzima Kotoko. Mais cette édition, loin des réjouissances populaires, a été totalement consacrée à la célébration traditionnelle. L'Indongbole n'a donc pas été installé sur la place de l'Abissa. Les batteurs ont plutôt tapé le tam-tam au cours d'une procession de 3 tours allant de la place Abissa jusqu'à la plage du village. Dans la tradition, lorsque on décide de faire l'Abissa en un jour, la famille détentrice du tam-tam fait un rituel pour permettre d'éloigner les calamités. Donc vous avez pu voir qu'on avait prévu que ce soit à 16 h. Donc ce rituel a pris beaucoup plus de temps que prévu avant que le tam-tam ne sorte. Donc après ce rituel, il fallait que le tam-tam sorte et rentre avant la nuit tombée. Et le rituel qui se passe après, c'est-à-dire donc la partie publique, aurait pris beaucoup de temps. Donc la famille, Mavile, Maflet, ont décidé, plutôt que de rallonger la partie publique qui aurait permis au peuple de danser, a décidé qu'il fallait en arrêter là, donc avoir fait le minimum qui permette d'éloigner les calamités du peuple. Nous sommes vraiment obligés de taper sur le tam-tam pour que l'année prochaine, on puisse organiser encore mieux l'Abissa dans la fraternité. Le roi n'est pas sorti. La place des officiels est donc restée vide. La danse populaire aussi n'a pas eu lieu, au grand désarroi des nombreux festivaliers qui ont effectué le déplacement. C'est ma toute première fois, mais je suis dessus. Parce que chez moi, je m'attendais à un autre truc, ça allait bien se passer, mais depuis que nous sommes venus, il n'y a rien qui se passe. On nous dit qu'ils sont en train de tout débrancher, donc on ne comprend plus rien. J'ai l'habitude de participer à la Bissa. Bon, cette année, c'est un peu bizarre, quoi. Les données ne sont pas les mêmes, donc un peu déçu, quoi. Une édition de la Bissa assez particulière. Les organisateurs précisent qu'il le fallait pour éviter que la fête ne se tienne dans 5 ans, comme le recommande la tradition. Lourdes au lieu de spiritualité au sud-ouest de la France, les pèlerins sont régulièrement sur les traces de Bernadette de Soubirous. Des millions de personnes y vont pour affermir leur foi. Le reportage de Jeanne Toubé. Ils sont présents à toutes les étapes du pèlerinage à Lourdes. Des malades, des handicapés, des vieux, animés tous du même sentiment de joie de venir se ressourcer auprès de Bernadette et de la Vierge Marie. Malades mais pèlerins à part entière. Ces enfants, ces hommes, ces femmes fragiles bénéficient d'un accueil particulier depuis la gare Montparnasse à Paris à destination de Lourdes. Cet accueil se prolongera jusque dans leurs établissements d'accueil, Saint-Fré et Sainte-Bernadette, où d'autres pèlerins plus valides se mettent à leur service pendant le pèlerinage. C'est notre charisme, notre pastorale, aider les malades à venir à Lourdes, les aider à vivre leur foi chrétienne. On ne peut pas dire qu'on aime Christ si on n'est pas capable d'aider ce malade. Et nous avons besoin de beaucoup d'Ivoiriens pour nous aider à poursuivre ce mouvement-là. On est frappé par cette image. Les malades et handicapés dans leurs fauteuils roulants, arpentant les sanctuaires et toujours à leur côté, quelqu'un à leurs petits soins pour les aider à effectuer leur pèlerinage. Ce sont les brancardiers, comme on les appelle, des hommes, des femmes, jeunes garçons ou filles, mus par l'esprit de service. Ils sont intégrés à l'équipe chargée de l'organisation du pèlerinage et membres de l'association Notre-Dame de Salut.
entre ces jeunes bénévoles et ces pèlerins fragiles, une complicité, un amour commun de Jésus, qui suscite en eux la joie de la guérison. C'est donner de son temps, donner de son amour aux personnes qui en ont besoin. J'ai plein de choses à transmettre que ça me fait plaisir de donner aux autres. Le premier voyage, je ne pouvais pas me tenir debout. Maintenant, voilà qu'au retour, je me tiens debout pour marcher un peu. Donc, c'est le bienfait du pèlerinage. Ils aiment Marie qui intercède pour eux auprès de Jésus qui guérit. Signant de la grande confiance en son Fils de tous ces malades et handicapés, cette forte présence à la célébration eucharistique avec toujours l'assistance des personnes valides, engagées dans le service. Ce sont des enfants pour offrir de l'eau, des jeunes accompagnateurs des invalides et malades, ou même des hommes et des femmes d'âge plus avancé, préposés aux quêtes et à la communion, parmi lesquels des hospitaliers. C'est un engagement personnel, mais à long terme. C'est une mission, c'est une réponse à un appel. Chacun a son histoire, mais c'est une histoire sans fin. D'abord, on est volontaire, on est bénévole, et au fur et à mesure, on constate votre dévouement, votre disponibilité à servir les autres. C'est en ce moment-là que tout se décline. À ce jour, la Côte d'Ivoire ne compte que 2 titulaires de la Croix de l'Hospitalité. L'association Notre-Dame du Salut invite les pèlerins ivoiriens à répondre à l'appel de Dieu à la fonction de serviteur. Être serviteur, une forme de la manifestation de l'amour de Dieu. Dans le reste de l'actualité ce soir, un tour dans les faits marquants de cette semaine. Au Gabon, la présidence donne des informations sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba. Olivier Iriebi, Abou Sanogo. Deux immeubles dont les installations sont vétustes se sont effondrés lundi en plein centre de la ville de Marseille en France. Le bilan fait état de 8 morts. Des opérations d'évacuation et de relogement des personnes habitant les immeubles dégradés sont initiées par des organisations et les autorités publiques locales. La Chambre des représentants du Congrès américain est passée sous le contrôle des démocrates à l'issue des élections mid-term tenues le mardi aux États-Unis. Le Parti démocrate a pris le contrôle de la Chambre des représentants avec 229 sièges contre 206 pour les républicains. Les républicains conservent le contrôle du Sénat américain avec 53 sièges contre 43 pour les démocrates. Les autorités camerounaises ont annoncé mercredi la libération des 79 élèves enlevés lundi dans une école presbytérienne de Bamenda dans le nord-ouest anglophone. Toutefois, les conditions dans lesquelles leur libération a été obtenue n'ont pas été précisées par le gouvernement. La libération de ces écoliers intervient un jour après la prestation de serment de Paul Biya. Décombres fumants, voitures réduites à des carcasses. Les pompiers continuent de lutter contre les incendies qui ont déjà fait 25 morts et détruit des milliers de maisons en Californie. Depuis jeudi, plus de 6700 bâtiments, en majorité des maisons d'habitation, ont été consumés par l'incendie baptisé Camp Fire. Plus de 2500 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile. Au moins 41 personnes sont mortes dans l'explosion de 2 voitures piégées placées par les islamistes Shebab et d'un kamikaze à Mogadiscio. Le drame se produit vendredi près d'un hôtel très fréquenté au centre de la capitale somalienne. Selon la police locale, 106 personnes ont été blessées dans cette attaque. Plusieurs d'entre elles ont succombé à leurs blessures. 4 assaillants Shebab ont été tués par les forces de sécurité et d'autres mis aux arrêts. L'épidémie de virus Ebola, qui sévit depuis août dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait 201 morts, selon un bilan communiqué hier samedi par les autorités du pays. Selon le ministre congolais de la Santé, la riposte sanitaire est entravée par les attaques de groupes armés dans cette région riche en minerais. Le nombre de personnes touchées par le virus Ebola s'établit désormais à 326, dont 291 confirmés et 35 probables. La présidence gabonaise a reconnu implicitement dimanche 11 novembre la gravité de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé à Riyad en Arabie Saoudite, en affirmant qu'il est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques.
Depuis son hospitalisation le 24 octobre, l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba s'est nettement amélioré selon le porte-parole de la présidence. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Bonsoir.